Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. La parole à nos invités, Dr Christopher Fumuyo, il est directeur Afrique du NDC, plutôt du NDI, accompagné de M. Aliou Tine de Africa Jom Center. Ils sont en notre compagnie pour nous livrer leur premier constat sur la conduite de la transition guinéenne. Bonjour à vous, Dr Christopher. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Tout le plaisir. Merci. Bonjour, M. Aliou Tine. Bonjour. Bienvenue. Pourriez-vous vous rapprocher un tout petit peu du micro? Bonjour, M. Aliou Tine, et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Cabinet, première question à nos invités. Docteur, on se rappelle qu'en 2020, c'est plutôt une mission qui était arrivée composée de chefs d'État. Pourquoi cette fois-ci une mission plus technique que celle qu'on a vue en 2020 par exemple? Oui, effectivement, c'était en décembre 2019 que la dernière mission était venue avec quelques anciens chefs d'État de la sous-région. Le contexte politique s'y prêtait. Donc, il était important que ces anciens chefs d'État viennent sur la place, constater eux-mêmes les tensions qui persistaient à l'époque, et faire des recommandations. Et je pense que cette mission a joué son rôle pleinement, ce qui a été beaucoup apprécié par les Guinéens. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit, depuis les événements de septembre 2021, beaucoup de choses se passent ici en Guinée, et il était important que nous envoyions une mission beaucoup plus technique pour prendre un peu la température. Pourquoi technique, justement? La question se pose, pourquoi une mission technique d'évaluation de la transition? Tout à fait, parce que la transition est en cours et cela présente quelques défis, mais aussi des opportunités d'engagement citoyen pour favoriser vraiment une transition transparente et inclusive. Et donc, l'aboutissement sera accepté par la majorité, sinon l'ensemble des Guinéens. Donc, en envoyant une mission technique, on se dit que cela multiplie les opportunités pour que nous puissions faire des recommandations vraiment idoines qui vont dans le sens de consolider les acquis, mais aussi, surtout, de permettre à tous les Guinéens de pouvoir participer effectivement dans cette troisième transition pour un pays qui nous est tous très cher. Très cher. Allez-y, Boubacar Sako. Monsieur Christopher, moi j'ai envie de vous poser la question suivante. Le NDI n'est pas à son premier coup d'essai en Guinée. Vous êtes là depuis sous le régime de Conté, si je me souviens très bien, depuis la démocratisation de la Guinée. Mais pourquoi vous intervenez souvent en pompier? En sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Quand il y a les cris, pourquoi? Par exemple, si je prends l'exemple sur le régime d'Alpha Condé, quand les Guinéens se battaient contre la révision constitutionnelle, le troisième mandat, pourquoi le NDI ne s'est pas fait attendre pour prévenir? Non, mais je pense que vous venez de dire le contraire de ce qui a été dit auparavant par votre confrère. Parce que justement, le NDI, ce qui fait la fierté des amis guinéens du NDI, c'est que le NDI était là pendant les moments difficiles. Nous nous sommes fait entendre et cela a été beaucoup apprécié. Justement, cette mission coiffée par les anciens chefs d'État était venue à un moment où même certaines organisations multinationales n'avaient pas la possibilité de venir en Guinée. Donc le NDI avait eu le courage de venir, de consulter tout le monde et de mettre sur la place publique ses appréhensions, mais aussi des recommandations pour que le pays ne puisse pas déraper. Donc je peux être très fier de l'approche du NDI ici en Guinée, même en 1998, lorsque vous avez très bien dit, le NDI est là depuis longtemps, mais lorsque nous sommes venus en 1998, les gens ne pensaient même pas qu'une organisation qui œuvrait dans le sens de la démocratie... En 2018. En 98. Oui. Bien. Oui, en 98, sur le régime du général Lassana Conté, beaucoup de gens ne pensaient même pas qu'une organisation comme le NDI pouvait avoir le courage de venir en Guinée parler des espaces de liberté et de la démocratie. Nous l'avons fait. Cela démontre que nous sommes attachés attachés vraiment à l'accompagnement des Guinéens, qui est un peuple très fier, un peuple qui aspire à des libertés depuis les années 50.
Donc, ça nous fait très honneur et nous apprécions le fait que les portes nous sont toujours ouvertes. On accompagne les Guinéens. Bien, allez-y. Témoignez quand même que des personnalités comme Monsieur Aliou Tine n'arrêtait pas d'alerter. Voilà, au niveau de son compte Twitter, moi je suis parmi les 81 000 et quelques qui le suivent. Et voilà, il n'arrêtait pas pendant cette lutte contre le 3e mandat de véhiculer des messages. Donc d'alerter sur les menaces et les risques qu'encourait le pays. Allez-y, question pour M. Aliou Tine. Je vais justement vous poser cette question, monsieur Tine. Je pense que votre visite vous a permis justement de rencontrer notamment des acteurs politiques, des acteurs qui sont impliqués dans la transition en cours. En parlant justement de prendre la température de la transition, aujourd'hui, quelle est l'appréciation que vous en faites après avoir entendu justement ces différentes parties? Qu'est-ce qui se dégage des premiers contacts, des premières discussions? Écoutez, je vais commencer par remercier Chris. Bien. De m'avoir associé à cette importante mission. C'est pas d'ailleurs le premier coup. On a été dans les années 2000, c'était les années de feu en Côte d'Ivoire, avec le général Lamine Cissé en Côte d'Ivoire. Puis aussi pendant les années de feu et à Dema, également à Lomé, on est là, au Togo. Donc, écoutez, on a écouté le Premier ministre, nous avons écouté également le président du CNT, on a écouté les coalitions de partis, le ministre de l'administration territoriale, et puis il y a de l'ouverture. On a une bonne écoute, franchement, de la part de toutes les autres autorités. Nous avons également exprimé certains de nos soucis, surtout quand même la montée d'adrénaline que tout le monde a senti et nous avons senti qu'il y avait une prise de conscience. Je me rappelle quand on est parti pour recommander le dialogue, la concertation, régler les questions par le débat démocratique. C'est le ministre lui-même qui nous a dit, écoutez, nous avons envoyé les convocations pour le dialogue avec les partis politiques. Donc tout ça est rassurant parce qu'on avait besoin de lisibilité. Mais les invitations ou convocations dont le ministre de l'administration du territoire a certainement parlé avec vous et ne sont arrivées qu'hier pour les premières discussions. À la base de ça, peut-être de ce déblocage. Peut-être que c'est votre présence qui a peut-être servi de déclic. Peut-être, je ne sais pas, docteur Christopher. Non, parce que la vérité, c'est que jusqu'à hier, c'était le statu quo, c'était tendu sur la question de l'ouverture d'un cadre de dialogue. Il n'y avait pas de passerelle entre le CNRD et la classe politique, notamment en dehors du CNT qui à peine est opérationnel. Oui, je précise aussi pour suivre mon frère Aliou Tine que la mission est toujours en cours. Donc, on est à mi-parcours, à mi-chemin. Et nous continuons les consultations et les gens sont très ouverts. Nous ne recherchons pas la paternité des actes qui sont posés. Si, par notre présence, les gens se sentent disponibles à donner des opportunités pour des échanges, tant mieux. Nous ne pouvons que les encourager les uns et les autres. Parce que certains ont dit c'est à cause de notre présence, profitant de notre présence, que la déclaration des partis politiques est sortie. D'autres ont dit c'est à cause de notre présence que le ministre va recevoir les leaders des partis politiques. Bon, si cette présence peut être utile, tant mieux. On s'en félicite. Bien. Est-ce qu'au cours de vos échanges, M. Aliou Tine, est-ce que le Premier ministre ou le ministre de l'administration du territoire vous ont expliqué pourquoi ce blocage depuis 6 mois quand même le CNRD est là et ce n'est qu'hier qu'il y a eu une lettre? Écoutez, nous on était venus franchement d'abord écouter. Nous avons beaucoup écouté le Premier ministre qui a donné tellement d'explications. Voilà, vous savez, moi je suis déjà souvent très direct. Je dis mais je suis désarmé moi. Avec toutes les explications que vous donnez, bon, je ne peux que écouter, suivre
et vraiment renforcer les recommandations concernant la quête de la transparence, la quête de la lisibilité par rapport à certaines questions que les gens se posent au niveau du chronogramme, et encourager la concertation et le consensus par rapport au processus électoral, par rapport également à toutes les étapes du processus. Par rapport également aussi, si vous voulez, les réformes constitutionnelles et les problèmes de refondation qui semblent être effectivement une priorité pour l'actuel gouvernement. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Premier ministre? Pourquoi ça a bloqué? Non, mais écoutez, le Premier ministre rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. a affirmé vraiment la disponibilité. Toutes les autorités politiques d'ailleurs que nous avons rencontrées, la disponibilité vraiment au dialogue politique, au consensus et à la transparence. Donc, vous savez, nous on vient en tant qu'opinion africaine, parce que la Guinée, je veux dire par son histoire politique, est un des pays les plus panafricains. Et nous avons attiré l'attention sur le fait qu'en tant qu'opinion africaine, nous suivons et que la Guinée n'a pas le droit à l'échec. C'est-à-dire que cette transition, elle doit être une transition qui doit être exemplaire sur le plan de la sous-région, parce qu'on a comme l'impression d'une panne des transitions aujourd'hui des militaires, que ce soit au Mali, où j'y suis d'ailleurs, au Burkina Faso ou ailleurs, il n'y a pas assez de lisibilité. Donc, si aujourd'hui on nous fait de bonnes annonces, je dis on peut que ça. Sur la question du manque de lisibilité, M. Tine, le premier constat là-dessus en Guinée, c'est le fait que 6 mois après ce coup d'État, la Guinée n'a toujours aucune idée, le peuple de Guinée n'a aucune idée de la durée de cette transition en cours. Comment on peut comprendre cela, que ces militaires qui ont renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021 soient restés 6 mois aux affaires sans pouvoir donner un délai et renvoient finalement la question de la détermination du délai de la transition au CNT, contrairement à une disposition de la charte, l'article 77 de la charte, qui prévoit plutôt que cette question soit réglée de commun accord entre le CNRD et l'ensemble des forces vives du pays. Écoutez, avez-vous fait ce constat ou pas? Écoutez, la raison d'être de la mission d'évaluation technique du NDI, c'est d'avoir ces réponses. C'est de venir écouter pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il en est, pour avoir un peu plus de lisibilité sur les intentions, sur les pratiques, sur là où on va. Et aujourd'hui, quand même... Vous avez commencé à avoir des réponses ou pas? Écoutez, nous sommes satisfaits. Je pense, Chris, que le débat politique commence à s'ouvrir. On va vers le dialogue politique. Il me semble que ça, c'est déjà un résultat. Un résultat que nous pouvons enregistrer. Comme dans le cadre de cette mission, on ne part pas les mains vides. Bien. Non, mais quand vous dites vous ne partez pas les mains vides, M. Christophe, je vais me tourner vers Dr Christopher en attendant Emmanuel. Moi, j'ai envie vraiment de savoir, vous, à la fin de votre mission, vous allez repartir avec quoi exactement comme réponse aux questions et aux interrogations que tout le monde se pose, vous, opinion africaine, mais aussi nous, peuple de Guinée, alors qu'il n'y a aucune réponse sur la durée, sur le chronogramme. La composition même du CNRD, il y a beaucoup d'interrogations de ce type. Finalement, à quoi s'en tenir? Et est-ce que vous serez à même de dire quelle est la direction que prend la transition guinéenne, en fait? Oui, effectivement, je pense que, vous savez, le meilleur des amis, c'est celui qui peut vous dire la vérité. Et compte tenu de l'expérience du NDI, de l'expertise dont nous disposons, des expériences que nous avons vécues ailleurs, il est question, lors des missions de ce genre, de partager ces expériences-là avec les uns et les autres, d'attirer leur attention sur ce qui peut poser problème et de les rappeler que les attentes sont vraiment grandes et que tout le monde ne cesse de nous le répéter au cours des rencontres, que tout le monde souhaite à ce que ce soit la dernière transition pour la Guinée. Tout le monde souhaite à ce que cette transition réussisse de manière transparente, avec vraiment une inclusivité qui permettra à tous les Guinéens, quel que soit leur bord politique, qui permettra aux femmes, aux jeunes Guinéens de participer et de se faire entendre.
Donc, c'est le collecte de toutes ces informations que nous allons partager avec nos interlocuteurs en leur rappelant que le monde entier a les yeux tournés sur la Guinée. Et peut-être que dans ces rappels, dans ces échanges, les gens vont se rendre compte qu'effectivement, il faut aller rapidement sur certains points. Il faut éclairer pour rassurer. Parce que c'est lorsque les gens sont rassurés que la tension descend et que les gens participent de façon rationnelle et efficace dans la mise en œuvre des dispositions de la charte de la transition et de toute autre disposition qui devrait permettre à ce que la transition puisse réussir. Bien, Dr Christopher Fumuyo, directeur Afrique du NDI, et M. Aliou Tine, président de Africa Jom Center, nos invités ce samedi. Allez-y, Emmanuel. Monsieur Aliou Tine, j'ai envie de vous poser une question justement relative à la composition du CNRD. Vous avez été président de la RADDHO, une institution quand même de défense des droits de l'homme qui a été, je rappelle, très active lors de la transition de 2009. Et il se trouve aujourd'hui que des préoccupations existent autour de la composition du CNRD. Et quand on pense à la transition de 2010, notamment qui a enregistré ces douloureux événements du 28 septembre 2009, aujourd'hui des acteurs politiques s'interrogent. Qui sont ceux qui gouvernent pour qu'au cas où il y a des comptes à demander, qu'on sache à qui s'intéresser. Et vous avez justement reçu ces acteurs politiques. Est-ce que vous avez compris ces inquiétudes et est-ce que vous les partagez? Vous posez de très bonnes questions. Je pense que plus on a de transparence, plus on a de lisibilité, plus on suscite la confiance de tout le monde. Et je pense que la confiance est absolument nécessaire dans une période de transition. La lisibilité des actions, des intentions, des pratiques, absolument nécessaire. Mais tout ça doit se faire vraiment dans un débat démocratique, ouvert, tolérant, et j'insiste sur cela, serein. Parce que je vous écoute, mais il y a une telle passion que je me dis, mais attends. Bien. Du calme. C'est extrêmement important. Oui, je vous écoute, mais bien. Le matin, ça crie, ça saute. Je pense que nous avons besoin d'une intelligence et d'une responsabilité pour mener cette transition que tout le monde attend. Il y a de très fortes attentes. Ce ne sont pas de la part seulement des Guinéens. Nous nous adressons vraiment à la junte militaire, au président Doumbouya pour dire, moi je l'ai déjà rencontré. J'ai dit, nous avons besoin, nous Africains, d'une transition exemplaire qui réussisse et qui soit la dernière. Et ça, pour l'avoir, il faut que les gens soient d'accord, discutent, débattent, comprennent et décident ensemble. C'est ensemble qu'il faut créer la nouvelle Guinée. C'est pas dans une chambre ou dans un bureau où on va sortir clé en main une nouvelle Guinée. La nouvelle Guinée, mais quand vous parlez de transparence, et puis la nouvelle Guinée va être la nouvelle Afrique. Mais vous avez parlé de transparence, mais 6 mois après, lorsqu'on se rend compte que ceux qui ont fait le coup d'État n'ont pas dévoilé la liste du CNRD, en tout cas, parce que le CNRD, encore une fois, c'est un organe de la transition. C'est même l'organe central de définition et d'orientation stratégique de la transition. À savoir que sa composition n'est même pas sûre des Guinéens, est-ce que ce n'est pas un problème? Écoutez, en lien avec la question de la transparence, bien entendu. C'est une interrogation qui sort de la déclaration des partis politiques. Et il y a le débat politique. Et de mon point de vue, les dysfonctionnements de la démocratie, ça se règle par le débat démocratique. Et une fois que c'est engagé dans le cadre du dialogue, il me semble que cette question aussi sera sur la table et pourrait être réglée. Bien. La suite avec vous, Aboubacar Sako. Oui, moi j'ai envie de vous faire sortir de la langue de bois. En tant qu'expert électoraux, vous n'êtes pas à votre première transition. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire aux autorités de la transition leur mission essentielle? Parce qu'aujourd'hui, certains disent la transition, ce n'est pas un mandat. Est-ce que vous avez à l'idée le timing? Qu'est-ce qu'une autorité de transition peut faire? Parce que quelqu'un a dit que les meilleures transitions furent très courtes.
le timing. Ouais. Et j'ajoute pour renchérir, au lendemain de la mise en place du CNT, il y a l'ambassadeur des États-Unis en Guinée qui s'est fendu d'un tweet dans lequel il a dit que il a salué cette autre étape de la transition des franchis, mais il a dit que le défi pour la Guinée, c'est le défi plutôt pour les autorités de la transition, c'est de rendre le pouvoir au peuple, et le défi, encore une fois, pour lui, c'est de le faire en 2022. Écoutez, je vais dire... Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Je vais dire tout simplement aux autorités guinéennes ce que j'ai dit aux Maliens à propos de la transition. Il faut effectivement que ça se passe dans un chronogramme et dans un délai raisonnable. Et il me semble que ce délai-là, c'est aux Guinéens d'en discuter et de le fixer ensemble. Ce n'est pas par décret qu'il faut dire ceci ou cela. Ça doit faire l'objet d'un débat. Parce que tout de même, il y a un certain nombre d'interrogations qui sont soulevées. Il faut bien le comprendre, hein, parce que nous sommes dans une espèce de basculement politique aujourd'hui où pratiquement il y a pas mal de choses qui ont sauté. Et ce basculement, il est régional, il est mondial, il est national, ça se sent au niveau du Sahel et un peu partout. Donc, comme je disais encore, et je le répète, hein, ce n'est pas la langue de bois. Hein. Ce n'est pas la langue de bois. Ce n'est pas, selon vous, ce délai raisonnable. Est-ce que vous pouvez nous situer, nous le définir dans le temps? Écoutez, moi j'ai l'habitude partant de toutes vos expériences. C'est aux Guinéens. C'est aux Guinéens de discuter et de dégager un délai raisonnable pour une transition dont la mission est vraiment d'organiser des élections qui soient transparentes. C'est pas évident, hein, en Guinée. Tout à fait. Dans le cadre d'un processus qui soit inclusif et consensuel. Mais partant de ce que vous appelez la mission principale d'une transition, c'est de travailler au retour à l'ordre constitutionnel, donc par le biais des élections. En tenant compte de cela, comment vous appréhendez ce que vous appelez délai raisonnable? Ça peut, c'est dans combien de temps? 18 mois, 2 ans, si la CEDEAO avait dit tout en se mettant d'accord qu'une transition n'a pas vocation de tout régler. De mon point de vue, je l'ai dit, hein, je l'ai dit pour les Maliens, et c'est valable pour tout le monde, ça ne doit pas excéder 1 an. On est déjà à 6 mois. On est déjà à 6 mois. Justement, vous évoquiez le cas malien. Vous avez aussi parlé du Burkina. Quelle est la transition qui vous laisse espérer aujourd'hui? Parmi les trois. Non, moi je pense qu'il faut un peu plus vers le micro. Nous sommes en train de préparer, en tant qu'Africa Jom Center, un débat sur la question des transitions militaires, sur la question des... comme on dit, vous savez... on est sorti quand même de gouvernance assez compliquée, de gouvernance assez controversée. Et nous traversons une période également de crise de leadership, il faut bien le reconnaître. Et en ce moment, c'est une période d'interrogation, c'est à nous tous, ensemble, hein, de nous interroger sur la construction peut-être d'une nouvelle démocratie, d'une nouvelle transition, mais ça... c'est aux Guinéens, le débat est ouvert. Moi, je ne veux pas venir dire, bon, voilà la solution. C'est aux Guinéens, avec intelligence, avec responsabilité, avec sérénité, de mener leur débat. Et effectivement, de trouver des solutions qui sont adaptées également à la Guinée. En réalité de la Guinée. Allez-y, cabinet. Une question pour docteur Christophe. Récemment, le NDI a mis en place un pool d'experts consultatifs sur les réformes constitutionnelles. Et quel est l'objectif de mettre en place un tel pool dans le cadre de cette transition? Et que conseillez-vous en la matière à la Guinée qui doit se doter d'une nouvelle constitution? Oui, justement, avant de répondre à cela, c'est une belle question, une très bonne question, mais je voudrais aussi aborder dans le même sens que mon frère Alioune Tine, pour dire que, en réponse à la question par rapport aux 3 transitions qui sont en cours dans la sous-région, chaque pays a ses particularités. Le contexte varie selon chacun des 3 pays en question. Mais je peux le dire vraiment de façon objective que la transition guinéenne a beaucoup plus de chances de réussir. Et c'est ce message aussi que nous voulons passer aux Guinéens.
c'est-à-dire aux autorités, comme aux acteurs de la société civile, comme aux acteurs politiques. Vous avez vraiment des atouts qui vous permettent de réussir une bonne transition. Une transition. Quels sont ces atouts? Tout à fait. Les atouts, c'est d'abord la quête permanente des espaces de liberté que le peuple guinéen a toujours démontré. Depuis 58, c'est un peuple qui est constamment en quête de ces libertés. C'est une fierté africaine. C'est un pays pionnier. Les Guinéens, la Guinée a toujours joué un rôle capital sur ce continent. Donc, ne serait-ce que par cette fierté, cet honneur, on est obligé de faire du bien pour son pays, de marquer des points dans le succès qu'on peut obtenir à travers cette transition. En plus, vous constatez que les partenaires vous sont restés fidèles. Ceux qui ont soutenu la démocratie et la bonne gouvernance sont restés à vos côtés. Tout à fait. Alors que dans les autres pays, ces transitions-là ont des difficultés à rassembler du monde pour les soutenir. Donc vous avez un soutien africain, vous avez un soutien international pour votre transition, ce qui vous devrait vous permettre de tirer à profit ce que ce partenariat peut apporter pour réussir la transition. Et vous avez dit cela au colonel Mamadi. Vous avez des acteurs, je vais chuter par là. Vous avez aussi des acteurs qui ont une crédibilité parce qu'ils se battent aussi dans le même sens que ceux qui ont fait le coup d'État. Je salue la société civile guinéenne qui a été au front dans ce combat. Je salue les partis politiques parce qu'on a vu dans beaucoup de pays, dans beaucoup de nos pays africains, où après une élection, les partis politiques se laissent coopter et cessent même de faire des plaidoyers pour des espaces de liberté, pour la bonne gouvernance. Et tout le monde se retrouve autour de la table et les partis politiques ne disent plus rien. C'est pas le cas de la Guinée. Donc vous avez de la matière, vous avez de quoi travailler. Ce qui échappe à d'autres pays et vous devrez vraiment en profiter. Maintenant, on a rencontré les autorités, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le président du CNT, qui nous a reçus avec un ensemble de conseillers nationaux et qui nous a parlé vraiment de sa détermination à ce que le CNT puisse jouer son rôle. Donc, vous avez vraiment des atouts et je crois que c'est une assurance aussi que ceux qui viennent de l'extérieur, comme Alioune Tine, moi-même, d'autres membres de la délégation, peuvent partager avec les autorités, avec les acteurs principaux, pour qu'ils puissent vraiment... C'est une affirmation du fait que s'ils vont tous dans le bon sens, le pays va en profiter. Maintenant, le NDI est présent en Guinée. Nous avons une antenne permanente avec des collègues qui travaillent au quotidien avec la société civile, les femmes, les jeunes, les partis politiques qui favorisent le dialogue. Et entre-temps, ils sont en train de faire la formation. Ils ont réuni des coalitions des organisations de la société civile pour que la société civile se prépare aussi de façon proactive à jouer un rôle. Par exemple, dans la mise en place d'une nouvelle constitution, quel sera le rôle de la société civile? Comment est-ce que les expertises qu'on retrouve parmi les universitaires, certains juristes, les gens qui s'y connaissent, comment est-ce qu'ils peuvent capitaliser ces expertises-là pour favoriser vraiment la mise en place d'une constitution qui va tenir compte des aspirations des Guinéens. Du peuple des Guinéens. Oui, allez-y, non. Oui, vous reveniez tantôt sur l'embellie du lendemain du coup d'État, mais aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. La junte gouverne et la société civile et les partis politiques ne se sentent pratiquement pas concernés. On a senti des acteurs quasiment regretter leur soutien à la junte. On a vu des déclarations du FNDC, la société civile, et des partis politiques qui, à demi-mot, d'ailleurs carrément demandent à leurs partisans de se préparer. Et il y a une possibilité qu'on reprenne les manifestations de rue. Est-ce que vous avez fait ce constat? La mission continue son travail. Donc, effectivement, on ressent que l'enthousiasme de septembre 2021 n'est plus la même au jour d'aujourd'hui. C'est à nous aussi
de faire ressortir ce constat et de conseiller les uns et les autres à œuvrer pour que les Guinéens restent solidaires dans leur attachement pour que cette transition puisse réussir. Ouais. Et parfois, vous savez, quand on est sur le champ de bataille, on n'a pas cette opportunité d'avoir un regard un peu objectif et éloigné qui vous permet de maîtriser tous les éléments, tous les composants de ce qu'il vous faut pour réussir. Ouais. Il faut des amis, que les amis viennent, qui le constatent et qui le partagent avec vous. Et peut-être que ça va vous rappeler qu'il faut vraiment travailler ensemble, retrouver un consensus pour pouvoir réussir. J'aimerais rester avec vous en attendant Emmanuel sur la question du délai de la transition. Monsieur Alioune Tine se prononçait pour lui une transition, un délai raisonnable. C'est juste un avis. Hein. Oui, c'est un avis. C'est un avis personnel. Oui, bien entendu. Et on aimerait bien entendre le vôtre également. Quand on parle des India, on parle des États-Unis. Les États-Unis, à travers leurs représentants, leurs diplomates à Conakry, ont exprimé une position sur le délai de la transition. Pour eux, le défi, c'est de le faire cette année. Donc, de rendre le pouvoir au peuple de Guinée et dans le courant ou d'ici la fin de l'année 2022. Est-ce que vous partagez cette position, monsieur Christopher? Oui, vous savez, il faut d'abord faire une distinction entre l'ambassadeur qui est le représentant du gouvernement américain et moi-même avec le NDI qui est une structure non gouvernementale. Ouais. Donc, oui, même si le lien est possible. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, c'est une organisation américaine quand même à la base. Il faut faire une distinction. La voix indiquée, officielle du gouvernement américain, c'est l'ambassadeur des États-Unis à Conakry. Donc, cela dit, le NDI a une expérience avec cette transition-là. Et nous pouvons conseiller, nous pouvons faire des recommandations, nous pouvons faire des suggestions. Parce que une transition, c'est aussi le contenu. Et c'est pour cela que justement les premières questions étaient capitales, importantes, parce qu'il faut définir le contenu. Il faut faire avec discernement, parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire dans une transition, ça c'est évident. Mais, donc il faut trouver un accord sur les priorités, que tout le monde se mette d'accord sur les priorités, et que tout le monde se dit, bon, avec les priorités que nous avons définies ensemble, et sur lesquelles il y a un consensus, comment pourrons-nous mettre en œuvre ces priorités et dans quel délai? Et dans quel délai? Bien sûr. Et à ce moment, des organisations comme le NDI viennent en appui pour dire, OK, comme maintenant il y a un consensus pour réaliser ces priorités dans un délai donné, voilà comment nous pouvons être utiles pour faire des choses de façon simultanée, mais efficace pour réussir les objectifs que vous vous êtes fixés. Bien. Allez-y, Emmanuel. Bon, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question par rapport aux assises nationales qui sont annoncées par le CNRD. La Guinée, vous êtes là depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore des victimes de la première République qui n'ont pas encore, enfin qui continuent à réclamer justice. Aujourd'hui, on annonce des assises nationales et on estime que tous les Guinéens devront y participer. Est-ce que vous trouvez d'abord opportun dans le contexte actuel et qu'est-ce qu'on peut penser des répercussions que cela pourrait avoir justement sur le contenu global et sur la durée de la transition? Oui, je pense que tout ce qui peut contribuer à des canaux de débat est à encourager. Parce que c'est lorsque les gens se parlent qu'ils arrivent à se comprendre. Alors si chacun se campe dans son coin, les risques de confrontation devient très élevé. Donc tout ce qui peut concourir à ce que les gens s'expriment, qu'ils expriment leur doléance, qu'ils mettent leur doléance sur la place publique est à encourager. Et je pense vraiment, pour revenir sur la question des victimes, que aujourd'hui tout le monde est presque unanime qu'à un moment donné il va falloir mettre en place une commission vérité et justice et réconciliation pour que les Guinéens se réconcilient, pour que les blessures du passé soient cicatrisées et que les gens se retrouvent dans un pays pour lequel ils sont très fiers. Cela est nécessaire, mais ces choses-là peuvent se faire de façon simultanée. On n'est pas obligé de séquencer pour dire on va terminer avec un processus qui va durer tant avant de recommencer l'autre. Ça peut se faire de façon simultanée.
Surtout que vous avez de la matière, vous avez de la ressource humaine qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays pour faire beaucoup de ces choses-là de façon simultanée. Peut-être la même question pour M. Tine. Votre regard sur les assises nationales qui sont annoncées, qui sont placées sous le sceau de vérité et de conciliation. Je me permettre de repositionner pour rappeler qu'il y a quand même une opinion en Guinée, des Guinéens qui estiment que c'est plutôt l'État qui a fait mal à certains citoyens et la junte est arrivée depuis 6 mois. Il y a eu des actes qui ont été posés. Il y a des Guinéens qui estiment que la junte est en train de crédibiliser, de légaliser, de reconnaître tous les actes posés par le premier président Ahmed Sékou Touré et qui ne reconnaît pas les décrets de Lansana Conté. On a vu par rapport au déguerpissement des citoyens qui ont occupé des domaines. Notamment 2 anciens premiers ministres. Suite à des décrets du président Lansana Conté, on ne reconnaît pas donc les décrets de Lansana Conté. On accepte pour tout ce qui est signé par Sékou Touré. Et donc, il y a une partie de l'opinion guinéenne qui estime que la junte actuelle ne peut plus diriger, ne peut plus parrainer une telle commission. Parce que la junte elle-même est considérée comme acteur de frustration. Oui, mais vous savez, je vais intervenir juste avant. Vous savez, s'il n'y a pas des opportunités, l'avantage des assises, par exemple, des consultations, quelle que soit l'appellation qu'on donne à ces consultations, l'avantage c'est que justement, ces genres de doléances seront mises sur la place publique. Alors s'il n'y a pas ce genre de plateforme pour que les citoyens puissent s'exprimer, les autorités, vous savez, quand on reçoit les fiches de renseignement, parfois c'est tellement infiltré que vous n'avez pas une opinion directe sauf que de ce que pense l'homme de la rue. Sauf que c'est flagrant, tous les décrets du président Ahmed Sékou Touré sont valorisés, acceptés, reconnus, et ceux de Lansana Conté sont considérés comme fictifs, oui, mais le décret, par exemple, le décret attribuant, rétrocédant plutôt la case Bellevue, c'est un décret de Lansana Conté. Justement, mais ça va dans le même sens. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des Guinéens qui estiment que le pouvoir Sékou Touré est revalorisé, réhabilité, et on considère que le passage Lansana Conté doit être oublié et tous les actes posés ne sont pas reconnus par le CNRD. Et par-delà, on considère que le CNRD a pris part dans le débat et ne peut plus être neutre. Tout ceci se matérialise par la sortie de Elassé Loudalen Diallo chez le confrère de France 24 hier, dont le parti pourrait décliner tout simplement, boycotter tout simplement ces assises nationales. Et on a senti clairement son regret d'avoir soutenu et accompagné la junte aux premières heures. Monsieur Tine. Vous savez, la nature même de la démocratie, c'est le dysfonctionnement. Le dysfonctionnement est à l'intérieur de la démocratie. Et c'est par le débat démocratique qu'on règle ces dysfonctionnements. Je reviens à ce qu'il est en train de dire. La particularité de la Guinée, c'est le débat démocratique qui est libre. Vous ne l'avez pas ailleurs. Je pense que c'est la seule transition où les gens parlent aussi librement. Ailleurs, ce n'est pas possible. Et ça, c'est une bénédiction. Ce qu'il faut dire aussi et remarquer, c'est qu'en réalité, le coup d'État a été perçu comme une libération, un état de grâce, qui a fait que tout le monde s'est dit, voilà. Et puis ensuite, on s'inquiète. C'est là où les autorités doivent ouvrir largement les oreilles pour dire, mais attendez, nous avons été pratiquement soutenus presque par toute l'Afrique. La preuve, moi, le nombre, par exemple, de délégations, d'institutions régionales, sous-régionales, mondiales, qui viennent, qui écoutent, qui soutiennent, c'est unique, comme vous l'avez dit, en Guinée-Conakry. Donc, il faut que les autorités aujourd'hui se disent, écoutez, bon, on vous a entendu. C'est lui, il faut le dire au départ. Moi-même, j'ai été un peu surpris, parce que nous, en tant que démocrates, on ne soutient jamais de coups d'État. Mais nous pouvons comprendre les processus qui ont amené à des coups d'État. Parce que ici, c'était complètement fermé, verrouillé. On a commencé par libérer les trucs. On a libéré la parole.
Donc, il est temps que, si vous voulez, cette action, ce qu'ils ont creusé, ces sillons-là, que ça soit consolidé, qu'on ne revienne pas en arrière. Et pour ne pas revenir en arrière, c'est le débat. Ouais. Il n'y a que le débat. Ce n'est pas la force, ce n'est pas autre chose. Les questions que tu soulèves, il a raison. C'est la commission Vérité, Justice, Réconciliation qui permet. Ça se passe en Gambie. Ils ont clôturé au Mali. La commission a fait un excellent travail au Mali, avec des propositions très concrètes. Bien. Et il me semble que c'est indispensable en Guinée. Sinon, on se fait rattraper souvent par l'histoire. Bien. C'est une dernière question. On doit les libérer. Une dernière question, si vous permettez. Que pensez-vous de la réclamation de la classe politique sur la désignation des médiateurs de la CEDEAO? Dernière question. Oui, je crois que... Pensez que c'est nécessaire? Dans un contexte comme celui-ci, il faut quelqu'un qui peut jouer ce rôle d'interface, de couloir de transmission de messages, d'informations, de diplomatie formelle comme informelle. Parfois, ça permet des déblocages qui peuvent vraiment être utiles. Vous avez posé la question, vous avez débattu de cette question avec le colonel qui a quand même été très très cash là-dessus. Il ne veut pas de médiateur ni de facilitateur désigné de la CEDEAO. On ne l'a pas encore reçu, mais effectivement c'est une question qui revient tout le temps. Et nous sommes en train de nous-mêmes de réfléchir à comment aborder la chose. Comment faire accepter cette idée. Parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de transitions, c'est un rôle qui peut débloquer beaucoup de situations. Bien. Donc il faut garder ouvert les liens de communication. Sur la nécessité ou pas de nommer, de désigner un facilitateur de la CEDEAO. Moi je pense qu'il faut s'inspirer des bonnes pratiques où les facilitateurs sont arrivés quand même à débloquer des situations. Et je pense qu'en Guinée, c'est aussi une réclamation. Je pense qu'il ne faut pas être sourd, il faut ouvrir. Je pense que le plus on est ouvert aux bonnes propositions et aux bonnes pratiques, mieux ça vaut. Je ne dirais pas pour la transition guinéenne, mais pour notre transition. Parce que très bien, elle est africaine. Très bien. Justement, oui, pour terminer. Ouais. Oui, pour terminer, je voudrais vous remercier justement pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. M. Alioune Tine a beaucoup parlé de la liberté d'expression. Nous suivons votre radio en direct, comme sur Facebook, maintenant que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et on apprécie le travail que vous êtes en train de faire, le travail d'information, d'éducation citoyenne, d'éducation civique. Vraiment, c'est le rôle des médias. Bon, maintenant, la tonalité, c'est autre chose. Bien. Il faut temporiser un peu. Mais sinon, on apprécie. Merci vraiment. Bonne continuation. Merci. Docteur Christopher Fumuyo. Je valide. Oui, bien sûr. Merci. Je valide totalement. Merci. Directeur Afrique d'India et M. Alioune Tine, président de Africa Jom. Je ne sais pas si je prononce bien. Vous dites Africa Jom Center. Bien, ils étaient nos invités en ce samedi. Ils étaient là pour livrer leur opinion sur la conduite de la transition guinéenne. Nous marquons la pause. Grand merci à vous d'être passé sur ce plateau. On revient pour continuer cette émission.